On time because by the time it's over we will be ready for lunch. My name is Tom Langford and I'm chairing the session, and we have a thematically coherent session. So the panelists will be speaking for 15 minutes or so, and then we'll have a few minutes for questions at the end, and I look forward to our discussions. Bonjour. Je vous demanderai de mettre vos appareils. I know that there might have been some transmission problems, I was told from the previous session, so if it's not working, maybe while I'm doing my presentation, just tell me and I'll switch to English. If not, I'll be glad to do it in French. Alors, bonjour, oui, je m'appelle Nathalie Guier, je travaille à la Confédération des syndicats nationaux. Aujourd'hui, cette fois-ci, en fait, c'est la deuxième présentation. Je voulais parler de la Confédération syndicale internationale, donc maintenant 11 ans après la fondation. Est-ce que ça fonctionne, la traduction? Plus ou moins. Bon, s'il y a vraiment un problème, dites-le moi encore une fois et je vais passer à l'anglais. Donc, la Confédération syndicale internationale, évidemment, ça fonctionne? C'est la plus grande confédération syndicale mondiale, avec maintenant 181 millions de travailleuses et travailleurs membres. Ça représente environ 7% des travailleuses et des travailleurs à l'échelle mondiale. Ça marche? Super. Donc, 340 organisations nationales dans 163 pays et territoires. On remarque que depuis la fondation, en 2006, on comptait environ 168 millions de membres de 306 organisations, 154 pays. Donc une croissance en 10 ans du nombre de membres. De 4 à 5 organisations régionales, parce que depuis la création, on a ajouté la région des pays arabes. Plusieurs comités, évidemment, plusieurs organes de diffusion de l'information, des sondages d'opinion mondiale, etc. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez un peu la CSI de façon générale. Évidemment, elle a été créée en 2006 à partir de la fusion de la Confédération des syndicats, Confédération internationale des syndicats libres et la Confédération mondiale du travail, la CMT. Et l'un des artisans de cette fusion-là est évidemment Guy Ryder, qui est maintenant directeur général de l'OIT, et qui, en tant que secrétaire général de la CISL à l'époque, avait beaucoup travaillé pour cette fusion-là. L'objectif était vraiment de renforcer le mouvement syndical international dans un contexte de mondialisation, pour avoir une voix plus forte face au gouvernement, aux institutions financières internationales. Déjà, je pense que son discours est désolé, ça va et ça vient, vous ne pouvez pas vraiment lire nécessairement, mais annonçait peut-être une couleur du type de syndicalisme qui allait continuer à évoluer à la CSI. Donc, dans un contexte évidemment où il y avait beaucoup de mobilisation face à des forums mondiaux de prise de décision. À l'époque, on se rappelle de Seattle, on se rappelle des mobilisations contre l'AMI, l'OMC, le FMI, la Banque mondiale était très critiquée. C'est l'émergence du mouvement anti-mondialisation qui allait devenir le mouvement alter-mondialisation, qui a quand même inspiré certains des initiateurs de cette fusion-là. On souhaitait évidemment poser la question de la gouvernance mondiale pour constituer un projet politique international capable d'affronter les processus de la mondialisation néolibérale, de travailler à mettre en place une alliance entre les syndicats, les partis politiques, la société civile à l'échelle internationale et surtout locale. On voulait insister sur l'ancrage de l'action syndicale dans le programme syndical national plutôt que d'intervenir justement face aux institutions financières internationales ou aux grandes institutions internationales qui modelaient la mondialisation.
et développer une meilleure coordination avec les fédérations syndicales internationales face aux entreprises transnationales. Donc, c'était certains des objectifs qui étaient présents. Et il y a eu un document d'orientation qui a placé le débat sur le type, évidemment, de structure, de fonctionnement, la nature de cette organisation, et qui lançait le thème qu'un autre internationalisme syndical est possible. Donc maintenant, la question, c'est de voir, est-ce que cela s'est matérialisé? Et on va regarder différents volets de l'action, en fait, de la CSI pour voir quel type d'internationalisme, finalement, est-ce que cela correspond? Est-ce que ça va toujours bien pour la traduction? Translation is still good? Yes? OK. Déjà à l'époque, bon, Peter Waterman, on vient de lui rendre hommage. Dans un article qu'il avait écrit, émettait des doutes, des inquiétudes par rapport à la création de la CSI. Pour lui, l'orientation politique répondait davantage à un néo-keynésianisme global. Il émettait à propos de cela deux questions qui sont quand même assez importantes. D'abord, l'une de ces questions était de dire, même dans les pays où les syndicats étaient très forts, ils n'ont pas réussi à sauver le keynésianisme dans leur propre État. Et en plus, à l'échelle globale, il posait la question, quelle est la preuve que nous avons que ce qui a fonctionné à l'échelle nationale peut fonctionner à l'échelle globale? Donc, une question très importante. Pour lui, c'était vraiment une fusion de deux organisations plutôt que la création d'une nouvelle organisation. Et il prévoyait qu'elle allait s'inspirer beaucoup plus du modèle de la Confédération européenne des syndicats, d'un modèle ancré dans la diplomatie syndicale et qui serait subordonné à l'OIT, à l'Organisation internationale du travail. Donc, il a critiqué un processus presque invisible qui n'implique pas ou peu les membres concernés, sauf peut-être en Amérique latine, où les débats dans le RIT, qui était l'organisation régionale de la CISL, ont été plus vifs à l'époque, et je suis certain que Thomas va en parler. Et une initiative occidentale de type top-down, c'est-à-dire que les orientations, évidemment, sont décidées en haut et ensuite sont mises en place. Donc, on va voir, en fait, que je crois qu'il avait bien raison. Ça ne veut pas dire que tout ce que fait la CSI est mauvais, loin de là. Je pense qu'il y a des choses intéressantes et je voulais en mentionner quelques-unes. La campagne, entre autres, sur les travailleuses domestiques. C'est certain qu'on ne peut pas penser que l'organisation dont Winnie faisait mention tout à l'heure de la Fédération internationale et du travail très important d'organisation des travailleuses domestiques a été réalisé simplement parce que la CSI le voulait. Je crois que ça correspondait à un mouvement d'organisation à la base dans plusieurs pays, mais disons que la CSI et la CSA, beaucoup dans les Amériques, a donné beaucoup de visibilité. Et il y a plusieurs pays où la Convention 189 a été adoptée et où il y a eu création de syndicats et aussi des changements législatifs pour protéger les travailleuses et les travailleurs. Des campagnes pour donner plus de place aux femmes et d'organiser les femmes travailleuses dans différents pays. Beaucoup de travail sur les droits syndicaux, les pays à risque, les migrations, l'esclavage moderne. Les thèmes sont importants. Après, c'est la façon dont ils sont menés qu'il faut regarder. La question du Qatar, je pense que la CSI a quand même réussi. Partout, on entendait à l'OCDE le même discours sur l'importance des réformes structurelles et on louangeait le Portugal et le Mexique. Et à travers tout ce processus-là, finalement, après la crise, même dans le G20 et tout, on a renforcé certaines institutions comme le FMI, qui par la suite ont commandé des politiques d'austérité à la Grèce. Donc, il n'y a rien qui a vraiment changé. Et les ambitions initiales sur la réforme des paradis fiscaux, du système financier n'ont pas abouti. Donc, après ça, si on regarde ce que fait par exemple la CSI en termes de coopération au développement, encore là, on peut voir qu'on insiste beaucoup plus sur les forums globaux que sur le travail terrain. On a créé par exemple le réseau syndical pour la coopération au développement. L'un des objectifs était de dire, regardez, les syndicats du Nord sont actifs dans plein de pays du Sud.
Ils font des projets, parfois on a 10 projets, les mêmes projets avec les mêmes partenaires. Les gens ne savent pas qui fait quoi. On alimente des syndicats de façon artificielle. Et finalement, il faudrait se donner un forum pour une meilleure coordination du travail de solidarité, du travail international et le faire de façon plus intersyndicale. Et ce volet du travail-là a été délaissé peu à peu dans le réseau pour se concentrer sur des processus comme les objectifs 2030 pour le développement durable. C'est bien ces objectifs-là, mais on sait que les objectifs millénaires pour le développement n'ont pas livré toute la marchandise. On ne peut pas mettre tous nos œufs dans le panier de ces grands processus globaux qui finalement donnent des résultats assez variables. Donc, il y a des initiatives à souligner. Je pense qu'en Haïti, par exemple, avec la CSA, les projets de solidarité ont permis à tous les affiliés et même à des organisations non membres d'être impliqués avec une dizaine d'organisations internationales, dont la nôtre, pour mettre tous nos efforts en commun et avoir un peu plus de transparence, mais ce n'est pas suffisant. Il reste encore beaucoup à faire et la CSI et les organisations régionales de la CSI, quant à moi, ne jouent pas leur rôle par rapport à ça, ou ne le jouent pas suffisamment. À propos des négociations commerciales, bon, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a une multiplication effarante là, des négociations commerciales, à la fois du plurinational, le partenariat transpacifique, on a eu l'accord Canada-Union européenne, il y a le TISA, hein, l'accord sur le commerce des services, négocié en marge de l'OMC, il y a l'OMC qui reprend un certain protagonisme, et il y a plusieurs négociations bilatérales qui occupent beaucoup les organisations comme les nôtres qui s'occupent de ces questions-là. Et le travail de coordination et d'analyse, en fait, du rôle de ces accords-là est très compliqué dans la CSI. Il y a des gens qui sont en faveur du libre-échange, il y a des gens qui sont contre, et on n'arrive pas à faire le travail que l'on devrait faire d'analyse et surtout de mobilisation sur les enjeux commerciaux. Et là, il se pose la question, évidemment, de la relation avec les mouvements sociaux. Vous avez une photo prise au Forum social mondial l'an dernier à Montréal, où on avait une délégation de syndicalistes venant de partout dans le monde. Il n'y avait pas de représentants de la CSI, il n'y avait pas de représentants de la CSA. Et c'est un peu triste parce que, dans le fond, on constate, par exemple, au rassemblement pour la COP ou à Rio +20, on voit que la CSI demeure dans les endroits officiels, dans les négociations et ne fréquente pas les espaces animés par la société civile, les mouvements sociaux et même les organisations syndicales qui en sont membres. Donc, il y a une déconnexion un peu par rapport à ce volet-là. La question de la relation nord-sud, il y a des tensions toujours assez importantes à l'intérieur de la CSI. La photo qui réapparaîtra est celle de João Felicio, qui est maintenant président de la CSI. João Felicio vient de la côte du Brésil et son élection à la présidence a fait l'objet d'une campagne d'opposition à l'interne qui était assez déplorable, je dois dire. Il était plus que temps qu'on ait une personne de l'Amérique, par exemple, une personne du Sud qui assume la présidence de la CSI. Et on n'a pas permis, dans le fond, en tout cas, on l'a forcé, la CSA, je pense qu'on a tenu notre bout là-dedans. Mais disons que ça a créé plusieurs tensions. Il y a eu un rapprochement aussi avec le TUAC. Le TUAC, c'est le Trade Union Advisory Council à l'OCDE. Et dans le fond, le secrétaire général du TUAC est devenu l'économiste en chef de la CSI. Et ça le fait en sorte que l'analyse économique de la CSI se concentre beaucoup plus sur les pays de l'OCDE, sur les pays du Nord, et qu'on analyse très peu, par exemple, qu'est-ce qui se passe en Afrique, qu'est-ce qui se passe en Asie, en Amérique latine. Donc, et il y a un croisement avec les enjeux de la transparence. Il y a plusieurs problèmes de pratique, je pense, dans la CSI qui doivent être améliorés. On doit permettre les débats et ça ne se fait pas suffisamment à l'heure actuelle. Et la CSA, moi, je
je devrais peut-être le dire, je suis au conseil exécutif de la CSA et je participe au conseil généraux de la CSC. La différence entre les deux espaces, elle est très, très importante. À la CSA, on se prononce, on vote. À la CSI, on ne vote jamais. Donc, même s'il y a un peu de la remise en question de ce qu'on nous propose, bien, finalement, ça se termine un peu en queue de poisson. Et donc, la question à poser, est-ce que la CSA peut, elle, amener un renouveau? Je vais laisser Thomas répondre à cette question et on pourra en discuter. Donc, pour conclure, quelle perspective? Ben, on a une organisation en croissance, mais à quel prix? Parce qu'on accueille parfois des organisations. Il y a eu un débat au dernier conseil sur l'adhésion d'une organisation de l'Ouzbékistan qui a généré d'âpres débats de la part d'organisations qui disaient que ce n'est pas une organisation qui répond aux critères de la CSI. Et donc, on accepte des organisations des fois, mais ce n'est pas toujours dans le cadre de pratiques qui sont assez démocratiques ou assez représentatives. Donc, une organisation qui a renforcé sa présence dans les institutions internationales et renforcé l'approche de la diplomatie syndicale. Certes, on favorise l'engagement sur les enjeux de la lutte au changement climatique. Par contre, ce qu'on regarde, c'est que le Just Transition Center qui vient d'être créé est créé avec des regroupements d'entreprises bon, c'est Bruno qui m'en parlait justement hier. Celle qui dirige ce centre-là a été à Statoil avant, donc très, très proche de l'entreprise privée, d'ONG, de l'ONU, et moins des organisations qui luttent sur ces enjeux-là. Des campagnes intéressantes, mais finalement, on constate que c'est une organisation isolée par rapport à ses alliés naturels ou ceux qui devraient l'être, et qui tarde à renouveler ces pratiques qui offrent assez peu d'espace pour la réflexion collective. Donc, voilà, je m'arrête.